Bonjour, ici c'est Xavier Alexandre. Aujourd'hui, on va voir comment répondre avec puissance à quelqu'un qui te rabaisse en public. Imagine une scène. Tu es en pleine réunion, entouré de collègues, ou peut-être dans un dîner de famille, ou même dans une conversation anodine entre amis. L'atmosphère est légère, presque banale, et soudain une voix s'élève. Un mot, une remarque, une pique déguisée, elle claque dans l'air comme un coup de fouet. Oh, ça c'est typique de toi, toujours à côté de la plaque. Ce n'est pas juste ce qui est dit, c'est le ton, l'intention, le venin sucré. Et là, tout ralentit. Tu sens les regards glisser sur toi comme des projecteurs. Ton ventre se serre, ta gorge se noue. Tu sens la pression monter dans ton crâne, dans ta poitrine. Tout en toi bouillonne, mais dehors, c'est le grand flou. Comment tu réagis? Tu te tais? Tu boues? Tu contre-attaques? Tu souris jaune? Tu t'effondres intérieurement? Ce moment, on l'a tous vécu, que ce soit dans une classe, un bureau, un repas de famille ou une discussion en ligne. Ce moment où quelqu'un essaie de te mettre plus bas que terre. Parfois pour rire, parfois pour briller, parfois juste par cruauté. Mais très peu de gens savent réagir sans se trahir eux-mêmes. Parce que, dans ces moments-là, on croit qu'on doit réagir fort, vite, sec. On croit qu'on doit se battre, qu'on doit défendre son honneur comme dans un duel d'un autre temps. Mais et si je te disais qu'il y a une autre voie, une voie bien plus puissante, bien plus subtile, bien plus digne, une voie où tu ne cherches pas à vaincre l'autre, mais à élever ta propre stature, une voie où tu transformes l'attaque en opportunité de grandeur. Alors aujourd'hui, je vais te transmettre quelque chose de bien plus précieux qu'une réplique cinglante ou une posture de faux dur. Je vais t'apprendre à transformer une attaque en scène de maîtrise. Je vais t'apprendre à répondre sans t'énerver, à te faire respecter sans hausser le ton, à inspirer le calme puissant qui fait taire les faibles et attire les esprits forts. Et je ne vais pas juste t'expliquer, je vais te guider pas à pas, te montrer des exemples concrets, t'exposer des erreurs récurrentes, te livrer des stratégies mentales et physiques. Ce podcast, c'est une expérience, une transformation. Mais pour commencer, plongeons dans ce que fait la majorité d'entre nous dans ce genre de moment et pourquoi ça ne fonctionne pas. Partie 1. Ce que tout le monde fait et qui ne marche pas. Lorsqu'on se sent attaqué, notre cerveau reptilien réagit. Fuir, attaquer, figer. Ces trois réponses sont automatiques, inconscientes, ancrées dans des millions d'années d'évolution. Et à l'époque, elles avaient du sens. Face à un tigre, on fuyait. Face à un ennemi, on attaquait. Face au danger, on se figeait pour devenir invisible. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un tigre qui t'attaque, c'est une remarque, un sourire en coin, une blague acide, un collègue passif-agressif. Et le problème, c'est que notre cerveau ne fait pas la différence. Il réagit avec la même urgence, la même intensité. Il te pousse à répondre avec tes tripes, pas avec ton intelligence. Et c'est là que tout se joue. La fuite, c'est quand tu baisses les yeux.
que tu hausses les épaules, que tu changes de sujet en riant nerveusement, que tu prétends que ce n'est rien, mais à l'intérieur tu boues, tu rumines et tu t'en veux. Et les autres, eux, ont vu. Ils enregistrent que tu n'as pas su répondre, que tu as encaissé, que tu as accepté. Et le pire, c'est que toi aussi tu l'enregistres. Tu perds du respect pour toi-même, lentement, silencieusement, profondément. L'attaque, c'est quand tu montes d'un ton, que tu répliques sec, brutal, que tu balances une pique plus forte, que tu veux faire mal en retour. Tu crois prendre ta revanche, mais tu lui montres surtout que tu as été atteint. Tu réagis, donc tu perds. Parce que dans l'inconscient collectif, celui qui perd son calme perd le pouvoir. Tu deviens celui qui ne sait pas gérer ses émotions, celui qui surréagit. Et c'est exactement ce que voulait ton agresseur, te faire sortir de tes gonds. Le gel, c'est peut-être le pire. C'est quand tu restes figé. Tu ne trouves pas les mots, ton esprit se vide, ton corps se raidit, tu souris bêtement, tu fais semblant de rien, tu veux disparaître. Mais ce qui disparaît surtout, c'est ton impact, ta présence, ton autorité, et les autres le sortent. Dans ces trois cas, ce que tu perds, c'est ta souveraineté, ton autonomie, ton pouvoir d'action. Tu deviens réactif, tu ne choisis plus, tu subis. Et les spectateurs, parce qu'il y en a toujours, ils observent, ils enregistrent, pas seulement ce qui se dit, mais comment tu le vis. Ils ne retiennent pas les mots, ils retiennent l'énergie, l'aisance, le ton, l'attitude. Chaque micro-conflit en public est une scène de théâtre. Et sur cette scène, chaque geste, chaque silence, chaque regard compte. Le public, amis, collègues, inconnus, capte l'énergie dominante et celle qui s'efface. Le drame, c'est que la plupart des gens pensent qu'ils n'ont pas le choix, qu'il faut soit se taire, soit mordre, qu'il faut s'écraser ou s'énerver, qu'il n'y a que deux rôles, la victime ou l'agresseur. Mais il existe une quatrième voie. Une voie que peu de gens empruntent, pas parce qu'elle est secrète, mais parce qu'elle est exigeante. Elle demande de la présence, de la conscience, du courage, de l'entraînement. C'est une forme de discipline intérieure. Cette quatrième voie, c'est celle de la maîtrise, de la réponse mesurée, de la souveraineté émotionnelle. C'est la voie de ceux qui ne réagissent pas. Ils choisissent, ils répondent en conscience, ils transforment l'attaque en opportunité. Ils ne laissent pas l'autre définir le ton de la conversation. Ils la redéfinissent eux-mêmes. Ce sont les personnes qu'on écoute même quand elles se taisent, qu'on respecte même sans les connaître, qu'on admire sans toujours comprendre pourquoi. Et cette voie-là, elle est là, accessible. Elle commence ici, maintenant. Et si tu me suis jusqu'au bout, je te promets que tu ne verras plus jamais les conflits comme avant. Parce qu'au lieu de les subir, tu apprendras à les guider, à les désamorcer ou à les transcender. Alors reste avec moi. On entre dans l'art de la réponse, l'art de l'impact silencieux. Et crois-moi, ce que tu vas apprendre, tu ne l'oublieras jamais. Partie 2. Le paradoxe du silence qui écrase.
Maintenant que tu sais ce que la plupart des gens font et pourquoi ça ne marche pas, on peut entrer dans une dimension plus fine, plus subtile, mais infiniment plus puissante. Celle du silence maîtrisé. Pas n'importe quel silence, pas le silence de l'impuissance, ni celui de la soumission, mais un silence volontaire, habité, dirigé. Car voilà le paradoxe. Dans une culture où tout le monde parle pour se défendre, celui qui choisit de ne pas parler peut devenir le plus impressionnant. Imagine un instant, tu es en réunion, quelqu'un t'interrompt, te coupe, te tourne en ridicule devant tout le monde. L'ancienne version de toi aurait tenté de justifier, de protester, de répliquer, mais là, non. Tu t'arrêtes. Tu tournes la tête vers la personne, tu la regardes, tu respires et tu ne dis rien. Mais ce silence n'est pas vide, il est plein, plein d'attention, plein de présence, plein d'une intensité silencieuse qui se diffuse dans la pièce comme une onde invisible. Ce silence-là, c'est une déclaration. Tu viens de franchir une ligne et je ne vais pas t'offrir le privilège d'une réaction automatique. Ce silence, c'est un mur de calme face à leur chaos. Et voici ce qui se passe en général dans ces moments-là. La personne qui t'a attaqué se retrouve toute seule. Elle fait face à elle-même. Elle a lancé une flèche et elle reste suspendue dans l'air. Sans réponse, elle devient visible. Et les autres autour sentent le malaise. Mais ils sentent aussi quelque chose de plus grand. Le respect grandir en toi. Parce que tu n'as pas fui, tu n'as pas riposté, tu as juste tenu. Et ce calme est perçu comme une forme d'autorité supérieure. Pourquoi ? Parce que ce silence exprime une chose très rare, la maîtrise. Il dit « Je suis capable de contenir ma réaction, je suis capable de choisir quand et comment je vais répondre. » Et cette maîtrise, aujourd'hui, est un pouvoir rare. Car nous vivons dans une époque où tout le monde surréagit. Tout le monde se précipite pour combler le vide, pour prendre la parole, pour occuper l'espace. Mais toi, tu fais l'inverse. Tu ouvres un espace. Tu laisses le silence faire son œuvre. Tu n'as pas besoin d'être bruyant pour être impactant. Ce silence devient alors une technique, une stratégie, un art. Il interrompt la dynamique de domination. Il renverse la charge émotionnelle. Il laisse place à l'intelligence émotionnelle. Et il dit aux autres, « Je n'ai pas besoin de jouer à votre jeu. » Mais attention, ce silence doit être habité. Il ne s'improvise pas, il se prépare. Il vient d'un ancrage corporel, d'une posture droite, d'un regard clair, d'une respiration calme. Tu dois le porter comme un roi porte son manteau, avec dignité. Voici un exercice que tu peux faire chez toi. Prends une phrase blessante, une attaque typique. Par exemple, « Tu n'as rien compris comme d'habitude. » Répète-la à voix haute. Et imagine que tu es en face, que tu la reçois. Et là, regarde-toi dans un miroir. Respire et garde le silence. Retiens-toi de répondre. Regarde-toi tenir le regard. Observe ce que ça fait dans ton corps. Peut-être que c'est inconfortable. Peut-être que tu sens la chaleur monter. Très bien, c'est là que ça commence. Parce que plus tu entraînes ton corps à contenir la pression sans réagir, plus ton esprit devient fort. Et plus tu deviens cette personne qu'on n'ébranle pas, qu'on ne manipule pas, qu'on respecte
parfois sans savoir pourquoi. C'est ça le paradoxe du silence. C'est une épée invisible, une barrière de feu calme. Et elle coupe plus net que n'importe quelle phrase. Et maintenant que tu as compris la puissance du silence, laisse-moi te montrer un autre outil tout aussi subtil et redoutable. Le miroir verbal. Une technique simple, mais qui peut faire basculer totalement la dynamique du pouvoir en ta faveur. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Troisième partie, le miroir verbal, l'art de faire refléter la bêtise sans se salir. Il y a des situations où garder le silence ne suffit plus, où la tension monte, où l'attaque est si subtile, si bien déguisée en humour ou en remarques constructives que si tu ne réponds pas, tu donnes l'impression d'acquiescer. Et pourtant, tu ne veux pas tomber dans la réaction impulsive. Tu veux garder ton calme, mais tu veux aussi répondre. C'est là qu'intervient un outil redoutable, le miroir verbal. Cette technique repose sur un principe aussi simple que génial. Tu renvoies à l'autre ses propres mots sans les déformer, sans les interpréter. Tu les répètes, tu les soulèves, tu les tends comme un miroir. Et tu laisses l'autre se confronter à ce qu'il vient de dire. Pourquoi ça marche? Parce que la plupart des attaques verbales sont automatiques, émotionnelles, malhabiles. Les gens disent des choses blessantes sans toujours en mesurer la portée. En répétant simplement leurs propos, tu crées un effet de recul. Tu les obliges à voir, à entendre, à assumer. Et souvent, ils se dégonflent d'eux-mêmes. Prenons un exemple classique. Quelqu'un lâche avec un sourire moqueur. Toi, de toute façon, t'es pas fait pour ce genre de tâche. Au lieu de répondre « t'as pas à me parler comme ça », ce qui crée un affrontement, ou « ah bon et pourquoi ?» ce qui te met en position défensive. Tu dis simplement « pas fait pour ce genre de tâche » et tu te tais. Tu le regardes, tu maintiens ce regard. Et là, ce qui se passe est fascinant. Souvent, la personne rit nerveusement, recule, justifie, bafouille. Parfois même, elle se dégonfle totalement. Non, mais je disais ça pour rire. Tu viens de lui tendre un miroir. Et dans ce miroir, elle voit son propre malaise, sa propre intention, son propre ridicule. Et toi, tu es resté dans ta posture. Tu n'as pas crié, tu n'as pas joué la victime, tu as simplement mis en lumière. C'est ça le pouvoir du miroir verbal. Il ne répond pas, il reflète. Et ce reflet est souvent bien plus percutant qu'une attaque. Tu peux aussi utiliser cette technique pour désamorcer des propos ambigus. Par exemple, quelqu'un glisse à demi-mot « tu fais ça à ta manière, hein ?» Tu peux répondre « à ma manière », avec juste ce qu'il faut de neutralité dans le ton. Pas d'ironie, pas de menace, juste une question suspendue en l'air. Et là encore, tu laisses l'autre se débrouiller avec ce qu'il vient de dire. Tu le renvoies à sa propre intention. Tu refuses d'entrer dans le flou. Tu mets de la clarté. Le miroir verbal est donc une technique d'impact doux, une forme d'autorévélateur verbal. Il ne cherche pas à corriger l'autre,
mais à l'obliger à se regarder. Et parfois cela suffit à le faire reculer. Pas parce que tu l'as écrasé, mais parce que tu l'as rendu conscient. Et plus tu pratiques cette technique, plus tu gagnes en finesse, en assurance, en autorité naturelle. Car tu ne t'opposes pas, tu éclaires. Et ce rôle, celui de l'éclaireur, est profondément respecté dans les dynamiques sociales. Voici un exercice simple. Prends 10 phrases typiques qu'on pourrait te dire pour te rabaisser. Écris pour chacune une version miroir, simple, courte, percutante. Entraîne-toi à les dire à haute voix, calme, lent, fixe. Tu verras que ces phrases prennent une puissance folle quand elles sont portées par ton calme et ton regard. Tu n'es plus un joueur, tu deviens l'arbitre. Et dans une interaction, l'arbitre est toujours celui qu'on respecte le plus. Maintenant que tu maîtrises le silence et que tu sais faire parler les mots de l'autre contre lui, il est temps de passer au langage encore plus profond, ton langage corporel. Car même sans parler, ton corps dit déjà tout. C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Quatrième partie. Le corps parle avant toi, le langage non verbal du charisme. Avant même que tu ouvres la bouche, ton corps a déjà parlé. Il a déjà envoyé des signaux. Il a déjà construit ou détruit une partie de ton image. Et le plus fascinant, c'est que la majorité de ces signaux sont inconscients. Tu ne contrôles pas vraiment la manière dont tu te tiens, dont tu tiens tes épaules, dont tu te tiens debout, dont tu respires. Sauf si tu choisis de reprendre le contrôle. Dans une interaction tendue, quand quelqu'un te rabaisse ou cherche à te dominer, ton langage corporel devient l'élément central de la scène, parce que c'est lui que les autres perçoivent avant même tes mots. Et parfois, il suffit d'un détail pour qu'ils décident cette personne est forte ou cette personne est fragile. Voici ce que tu dois comprendre. La puissance non verbale précède la puissance verbale. Pense à quelqu'un que tu admires. Pas forcément un leader politique ou une star. Peut-être une prof que tu as eue, un collègue, un ami, peu importe. Quelqu'un qui n'avait pas besoin de parler fort pour qu'on l'écoute. Tu vois ce genre de personne? Cette présence-là, elle ne vient pas de la voix, elle vient du corps. Voici les 4 piliers de la puissance non verbale. Petit 1, la posture. Ta posture en dit long sur ce que tu crois de toi-même. Une personne droite, stable, posée envoie un signal de confiance. Pas besoin d'être rigide ni militaire. Il suffit d'avoir la colonne alignée, les épaules ouvertes, le menton neutre, ni hautain, ni effacé, centré, ancré. Une mauvaise posture, c'est celle du corps fermé, dos arrondi, épaules vers l'avant, bras croisés, pieds qui bougent sans cesse. Ces signaux trahissent de l'insécurité, de l'agitation, du stress. Et devine quoi? Une personne toxique les repère immédiatement. Petit 2, le regard. Le regard est l'un des outils les plus puissants que tu possèdes. Un regard fuyant, tu dis « je ne m'assume pas ».
un regard agressif, tu dis « je compense ». Mais un regard calme, stable, ouvert, tu dis « je suis là et je n'ai rien à prouver ». Quand on t'attaque, soutiens le regard, pas en duel, pas pour dominer, mais pour habiter pleinement ta présence. Regarder, c'est s'engager. Regarder sans trembler, c'est affirmer sa place sans prononcer un seul mot. Petit 3, le souffle. Le souffle, c'est la base. Ton souffle est ton lien avec ton système nerveux. Quand tu es stressé, tu respires court, vite, ton cœur s'accélère, ta voix monte, ton visage se tend. Mais si tu respires lentement, profondément, tu ralentis tout ton système, tu reprends la main et tu envoies un signal clair. Je maîtrise. Dans une scène sociale tendue, le souffle est ton allié invisible. En le ralentissant, tu ralentis l'émotion. Tu crées une marge intérieure, un espace entre l'attaque et ta réponse. Petit 4. L'ancrage. Être ancré, c'est être solide sur ses appuis. C'est ressentir que tes pieds sont posés, connectés au sol, que tu occupes l'espace, que tu es ici et pas ailleurs. Une personne ancrée ne s'agite pas. Elle n'a pas besoin de bouger tout le temps. Elle inspire confiance et surtout, elle résiste naturellement aux tentatives de déstabilisation. Le piège du langage corporel réactif. Le problème, c'est que dans les moments d'attaque, on perd souvent cette conscience corporelle. On réagit par automatisme, on surjoue ou on s'éteint. On croise les bras, on détourne le regard. On commence à parler plus vite. Tous ces petits gestes, imperceptibles parfois, sapent notre autorité. Et ils amplifient le pouvoir de l'autre. Mais quand tu maîtrises ton langage non verbal, tu deviens impénétrable. Pas parce que tu es rigide, mais parce que tu es présent. Et cette présence, elle fait tout. Voici un petit exercice que je te propose. Place-toi devant un miroir, prends une respiration, redresse-toi, garde les épaules ouvertes, le regard direct, les mains visibles. Dis une phrase simple. Je suis ici et je suis calme. Observe ton corps. Tes mains bougent-elles? Tes yeux fuient-ils? Ton souffle est-il court? Répète jusqu'à ce que ton corps et ta phrase s'alignent. Et tu verras, quand ton langage corporel devient cohérent avec ton intention, tu émanes quelque chose de très rare. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de la défense, c'est de la clarté, une forme de rayonnement tranquille. Et face à ça, les comportements toxiques perdent de leur force. Maintenant que tu sais comment incarner le calme, voyons ensemble comment poser des limites sans violence, de manière claire, nette et respectueuse. Parce qu'il y a un moment où, malgré tout ton calme, tu devras dire « stop ». Et c'est là que la vraie élégance se révèle. À tout de suite dans la prochaine partie. 5e partie. Poser une limite avec élégance et fermeté.
Tu sais maintenant garder ton calme. Tu sais te tenir droit, respirer, regarder sans flancher. Mais parfois ça ne suffit pas, parce qu'il y a des gens qui testent, qui insistent, qui veulent pousser la limite pour voir si elle tient. Et c'est là que tu dois parler, mais parler juste, parler clair, parler fort, sans crier, parler doux, mais avec une force que personne ne peut ignorer. Il faut alors poser une limite, pas pour dominer, pas pour écraser, mais pour protéger ton espace intérieur, pour affirmer ton intégrité. Et cette affirmation-là, elle ne se fait ni dans le bruit, ni dans la colère. Elle se fait dans la clarté. Voici la règle fondamentale. Tu n'attaques jamais la personne, seulement son comportement. Parce que si tu attaques quelqu'un sur son identité, t'es irrespectueux, t'es toujours comme ça, t'es toxique, tu vas déclencher une défense immédiate. Personne n'aime être réduit à un adjectif. Même s'il est vrai, même s'il est justifié, l'attaque identitaire entraîne une guerre d'ego. Mais si tu pointes un comportement, si tu dis « ce que tu viens de dire me semble déplacé » ou « je préfère qu'on se parle avec respect » ou « cette façon de me répondre ne me convient pas ». Là, tu ouvres une porte, tu crées un cadre, tu fais une demande claire et tu donnes à l'autre la possibilité de rectifier sans le ridiculiser, sans le forcer à se défendre. Ce type de communication demande de la présence et surtout elle demande de la dépersonnalisation. Tu n'es plus dans une joute. Tu es dans la gestion de ton territoire émotionnel. La structure d'une limite efficace. Petit 1, l'observation. Tu constates un fait sans exagération. Tu viens de me couper la parole. Tu viens de faire une remarque devant tout le monde. Puis l'impact. Tu expliques ce que ça te fait. Je me sens rabaissé. Ça crée une tension inutile. Petit 3. Demande claire. Tu poses une alternative. J'aimerais qu'on puisse s'écouter sans s'interrompre. Je te demande de ne pas me parler sur ce ton. Et tu t'arrêtes là. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu n'as pas besoin d'argumenter. Tu n'as pas besoin que l'autre comprenne. Tu poses ta limite pour toi, pour qu'elle soit acceptée. Je reprends des exemples. Tu viens de me couper la parole. Je me sens rabaissé. J'aimerais qu'on puisse s'écouter sans s'interrompre. C'est très efficace. Ce que tu gagnes à poser des limites. Du respect. Pas toujours immédiat, mais sur le long terme, les gens savent où tu te tiens. De la clarté. Tu réduis les malentendus. Tu crées un cadre de relations plus sain. De l'estime de toi. À chaque fois que tu te défends avec calme, tu t'envoies un message puissant. Je compte, je mérite le respect. Et tu sais quoi? Parfois, tu n'auras pas besoin d'aller au bout. Juste le fait d'avoir préparé ta limite, de l'avoir visualisée, de savoir que tu pourrais la poser à tout moment, ça suffit à changer ton énergie, à rendre ton espace non négociable, à dissuader les agressions. Parce que les gens sentent ça. Ils sentent si tu es flou ou ferme, si tu es prêt à encaisser ou prêt à dire stop.
et ce que tu dégages devient la première protection. Alors oui, parfois tu devras parler. Tu devras dire « Je suis d'accord pour échanger, mais pas comme ça. » Ou « Si ça continue, je préfère m'arrêter là. » Ou « Je me retire de cette discussion, elle ne m'apporte rien. » Et quand tu le dis avec calme, avec corps, avec regard, ces phrases prennent une puissance énorme. Parce qu'elles ne viennent pas du mental, elles viennent de l'intérieur. Conclusion. La puissance tranquille, un art de vivre. Si tu es arrivé jusqu'ici, alors tu sais déjà que ce podcast ne parle pas juste de répondre à une remarque désagréable. Il parle de bien plus que ça, il parle de puissance personnelle, d'intégrité, de présence et surtout de choix. Parce que c'est ça au fond, la vraie souveraineté, c'est choisir. Choisir de ne pas être une marionnette de ses émotions. Choisir de ne pas jouer le jeu toxique. Choisir de se tenir droit, même quand c'est inconfortable. Choisir d'incarner ce que tu veux inspirer. Tu n'es plus là pour te battre avec tout le monde. Tu n'es plus là pour prouver que tu as raison. Tu es là pour occuper ta place, entièrement, paisiblement, profondément. Et tu sais quoi? Le monde a besoin de plus en plus de gens comme toi, de gens qui savent se tenir, même dans la tempête, de gens qui ne cherchent pas à briller, mais à rayonner, de gens qui ne cherchent pas à dominer, mais à être inébranlables. Le respect que tu inspires ne dépend plus de ton vocabulaire, ni de ta répartie. Il dépend de ton ancrage, de ton regard, de ton silence, de la façon dont tu tiens une frontière invisible autour de toi et de ce que tu tolères. Et c'est ça la vraie élégance. Cette capacité à dire non sans fracas, à se retirer sans drame, à parler peu, mais à marquer fort. Ce que tu incarnes quand tu impliques tout ce qu'on a vu ensemble, ce n'est pas juste de la maîtrise, c'est une forme de noblesse intérieure. Tu deviens un repère pour les autres, une présence qui apaise, qui recadre, qui inspire sans forcer. Alors oui, certains te testeront encore. Le monde ne change pas du jour au lendemain. Mais toi, tu changes, tu évolues. Tu élargis ton espace intérieur et tu découvres que ce pouvoir-là, ce pouvoir silencieux et profond, personne ne peut te le prendre. Car il ne dépend de rien d'extérieur. Tu n'es plus en guerre, tu es en paix. Et c'est cette paix-là qui fait de toi quelqu'un de vraiment fort. Alors maintenant, ferme les yeux un instant. Respire, sens cette force monter en toi. Pas comme un cri, mais comme un souffle. Sens que tout ce dont tu as besoin est déjà là. Et va marcher dans le monde avec cette lumière en toi. Avec calme, avec clarté, avec hauteur. C'est ça la véritable puissance. Merci d'avoir été là. À très bientôt.